chez tous les enfants victimes de TCA à haute énergie, quel que soit le score de Glasgow initial. Donc ça, je pense que c'est une recommandation qui est très pertinente, puisque nous, on en voit un peu les résultats. Donc, souvent, ces enfants, quand on ne les surveille pas à l'hôpital, il peut se passer des choses à la maison et on peut avoir des regrets. Voilà, ça c'est une échelle de Glasgow selon l'âge. Donc voilà, ça c'est l'échelle de Glasgow standard que vous connaissez. Et voilà, qui est adaptée en fonction de l'âge. Après, on peut vous donner le tableau pour voir, c'est un peu long à expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est adapté à chaque âge, puisqu'on sait très bien que l'échelle de Glasgow standard ne peut pas être appliquée à un enfant qui ne parle pas ou un enfant voilà, qui est très jeune. Donc, on essaie d'adapter un peu tous les items à l'âge de l'enfant. Et voilà, c'est assez reproductible et souvent, et finalement, assez efficace. Donc, une fois que vous évaluez ces enfants, il faut une évaluation neurologique. Hein. L'évaluation neurologique, c'est le score de Glasgow, mais c'est également l'existence ou non de déficit moteur, c'est également l'existence ou non de signes d'appel pour une hypertension intracrânienne, notamment des vomissements, des céphalées progressives, mais également l'association à d'autres lésions. Ce qui fait que ces patients sont classés souvent en 3 groupes de gravité potentielle, différents. Le groupe 1, où voilà, des enfants qui n'ont pas grand-chose, hein, qui ont un examen qui est normal à la 6e heure, et quand on est en les recevant à la première heure, on les laisse en partie. Quand on est H6, c'est vraiment H6, quoi. C'est pas juste à 2 heures de l'accident, vous dites qu'ils vont bien. Donc, il n'y a pas de signe de clinique de fracture ni rien. Le groupe 2, qui est le groupe, en tout cas, qui est le plus important, hein, souvent, sont ces malades-là que nous recevons à l'hôpital, puisque le groupe 1, a priori, ils n'arrivent pas souvent à l'hôpital. Mais les enfants très jeunes, l'âge jeune reste un facteur qui doit nous faire surveiller ces enfants, puisqu'ils ne vont pas vous dire les signes d'appel, ils ne vont pas dire qu'ils ont mal à la tête, ils vont juste gémir, ou voilà. Lorsque le trauma est violent, lorsqu'il y a une suspicion de maltraitance, bon, cette notion de maltraitance, elle est diversement appréciée, parce que je pense que chez nous, frapper un enfant, ce n'est pas forcément une maltraitance, c'est une façon de l'éduquer, mais ailleurs, ça peut être pris pour de la maltraitance, donc ça dépend. Mais bon, même si on frappe un enfant, il ne faut pas aller jusqu'à le blesser, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. L'existence d'une perte de connaissance initiale ou secondaire, des vomissements qui persistent, un traumatisme facial sévère, voilà, et voilà, une lésion pénétrante ou une embrure. Ça, devant ces situations, ou lorsque la surveillance n'est pas possible à domicile, ou lorsque le domicile est éloigné chez ces enfants, il faut les surveiller. Et lorsqu'on les surveille, si l'enfant s'améliore, on peut le laisser rentrer. Maintenant, il faut pas attendre qu'il s'aggrave. S'il n'y a pas d'amélioration, il faut faire. C'est le groupe des patients graves d'emblée. Il y a des signes de fracture, il y a une embrure, il y a des plaies pénétrantes, il y a une suspicion de polytraumatisme, il y a des troubles hémodynamiques, notamment un collapsus, un choc hémodynamique. La fontaine entrée est tendue à l'examen. Ça, c'est des signes de gravité. Ils sont des enfants. Systématiquement, il ne faut pas vous poser de questions. Il faut le faire un scanner, il faut prendre un avis en neurochirurgie. Donc, je pense que c'est un tableau c'est la classification de Masters. C'est une classification qui, à mon avis, est assez simple, assez facile à utiliser. Et je pense que ça a beaucoup aidé dans la prise en charge Maintenant, comment surveiller cliniquement, la surveillance clinique, elle est importante. Chez un nourrisson, je pense que les pédiatres surveillent bien les nourrissons, mais il ne faut pas rester focalisé sur le crâne. Je le disais, souvent quand l'enfant tombe, il n'a pas juste un problème crânien, il y a souvent autre chose, même si ça passe inaperçu. Donc, la surveillance doit prendre en compte tous les autres éléments, notamment la surveillance thoraco-abdominale. Il ne faut pas juste se focaliser sur le crâne. Maintenant, la surveillance neurologique, elle est fondamentale. Il
faut également surveiller, voir si l'enfant a des signes d'appel abdominaux qu'on ignore. Est-ce qu'il n'y a pas de signes hémodynamiques qui sont en train de s'installer? Est-ce que l'enfant voilà, n'est pas un peu plus irritable? Est-ce que des crises d'épilepsie apparaissent? Ce sont des choses qu'on va chercher. Et devant une aggravation, voilà, comme je le disais, il faut faire un scanner cérébral. Maintenant, ça, ce n'est pas toujours possible de le faire parce que des fois, quand un enfant fait par exemple des crises, vous êtes obligé de le sédater ou bien s'il est trop agité. Une fois que vous le sédatez, vous perdez tous ces moyens de surveillance. Donc, ce sont des enfants qui vont demander une autre façon d'être surveillés. Et ça, c'est soit par la mesure de la pression. On reviendra sur la pression intracrânienne. Et le scanner cérébral, je sais que les pédiatres ils se disent, les neurochirurgiens ils demandent trop de scanners. Mais nous, sans scanner, on est un peu aveugle. Je pense qu'il faut mieux vous pêcher en faisant beaucoup de scanners qu'en n'en faisant pas. Nous aussi, on n'est pas d'accord avec les pédiatres quand ils font des PL sans scanner. Donc, je pense que nous, on pêche un peu par excès. Mais sans scanner, on a du mal à avancer. Je pense que le scanner a révolutionné quand même la surveillance de ces malades-là. Et scanner à H1 et scanner à H6 restent aujourd'hui des choses qui sont totalement acceptées, en tout cas dans la prise en charge de la traumatologie crânienne. Normalement, c'est ce qu'on doit faire. On le sait que dans nos conditions de pratique, ce n'est pas toujours évident, puisque les malades ne sont pas toujours solvables. Bon, le scanner n'est pas toujours disponible quand on veut, mais normalement, devant un traumatisme crânien, on reçoit à H1, à H6, on doit systématiquement faire un scanner. Puisque, rappelez-vous, c'est des lésions évolutives. Donc, ce que le scanner a montré à la première heure,